Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue mes chers élèves dans la deuxième partie des ressources hydriques. Avant de commencer cette partie, on va faire un rappel de la première partie. On a vu dans la vidéo précédente les différentes formes de l'eau dans la nature. On a parlé des états physiques de l'eau dans la nature. On a conclu que dans la nature, on peut trouver l'eau sous trois états physiques, solide, liquide et gazeux, et que les conditions de pression et de température permettent à l'eau de passer d'un état à un autre. On a vu que l'eau, les différentes transformations d'un état à un autre. Par exemple, la fission, c'est le passage de l'état solide à l'état liquide, alors que la solidification, c'est le contraire, le passage de l'état liquide à l'état solide, alors que la vaporisation, c'est le passage de l'état liquide à l'état gazeux, alors que liquéfaction, c'est le contraire, le passage de l'état gazeux à l'état liquide, et le passage de l'état solide à l'état gazeux s'appelle sublimation. Et la condensation, c'est le passage de l'état gazeux à l'état solide. Et on a vu aussi le cycle de l'eau. On a dit que c'est un phénomène naturel qui représente le parcours cyclique de l'eau entre ces grands réservoirs dans la nature. Ce cycle s'accompagne de plusieurs changements d'état physique. On a parlé que dans la nature, lorsqu'elle est chauffée par le soleil, l'eau des rivières, des lacs et des océans s'évapore. La vapeur d'eau qui se forme ainsi rejoint l'atmosphère. Plus il monte en altitude, plus il refroidit. Il finit par se condenser pour former des nuages qui sont formés de gouttelettes d'eau et de cristaux. Ces gouttelettes d'eau et ces cristaux tombent sur le sol pour donner des eaux de ruissellement et des eaux d'infiltration. Si les eaux d'infiltration alimentent les nappes phréatiques, alors que le déruissellement reviennent dans les grands bassins qui sont les mers, les océans, pour s'évaporer à nouveau. C'est ce qu'on appelle le cycle de l'eau. On a vu aussi que les réserves de l'eau dans le globe terrestre, on a que les mers et les océans, ce sont les grandes réserves de l'eau dans les océans. On a aussi d'autres réservoirs, les glaces polaires et glaciaires, les eaux souterraines, les lacs et les rivières, l'atmosphère, etc. Et on a vu que le pourcentage de l'eau salée est plus élevé, 97,2%, alors que l'eau douce, c'est 2,8%. Et on a parlé aussi des eaux souterraines, on a vu les différentes nappes, et on a défini qu'est-ce que c'est que l'aquifère, qu'est-ce que c'est qu'une nappe. On a dit que l'aquifère, c'est une transformation géologique contenant de façon temporaire ou permanente de l'eau et constituée de roches perméables, alors qu'une nappe phréatique, c'est une masse d'eau souterraine contenue dans un aquifère. Et on peut distinguer deux types de nappes, les nappes libres et les nappes captives. Avant de parler des caractéristiques des deux nappes, on a donné une définition pour la surface piézométrique. La surface piézométrique est la limite supérieure de la nappe aquifère, c'est-à-dire le niveau de l'eau dans une nappe phréatique. Maintenant, on va voir les caractéristiques d'une nappe libre et une nappe captive. Pour une nappe libre, c'est une nappe contenant de l'eau dont la partie supérieure peut varier sans être bloquée parce que il est constitué par une couche imperméable.
alors que la base de la nappe constitue une couche au contraire parce que la couche supérieure est constituée parce que la partie supérieure de la nappe est constituée par une couche perméable, alors que la base est constituée par couche ou bien des couches imperméables. La deuxième caractéristique de cette nappe, c'est que la surface piezométrique coïncide avec la surface libre de la nappe. Pour la nappe captive, l'eau stockée dans cette nappe est coincée en bas et en haut entre deux couches imperméables. C'est la première caractéristique. La deuxième, c'est que la surface piezométrique est située au-dessus du toit de la nappe. C'est pourquoi lorsqu'on creuse un puits dans cette nappe, l'eau jaillit. Parce que l'eau se met sous pression alors qu'il jaillit pour qu'il atteigne la surface piezométrique. On a parlé aussi du relief karstique. On a défini que le karst est une formation aquifère stockant de l'eau qui alimente les sources. On a vu que dans le paysage karstique, la dissolution du calcaire par les eaux acides, c'est-à-dire les eaux chargées en CO2, aboutit à la formation des grottes et des cavités souterraines où l'eau peut être stockée ou circule facilement. On peut même trouver des rivières souterraines. Maintenant, on va passer à la deuxième partie. On va voir dans cette partie la notion de bassin hydrographique ou bassin versant. On va voir la définition de ces bassins, les caractéristiques et les particularités de ces bassins, le rôle de ces bassins. On va voir aussi les dangers menaçant nos ressources en eau. On va voir aussi la gestion des ressources hydriques en se basant sur le traitement des eaux. Dans le traitement, on va voir l'épuration. Qu'est-ce que c'est que l'épuration? On va voir aussi la production et le traitement de l'eau potable. On va parler un peu de la préservation des ressources hydriques, c'est-à-dire pour la préservation de ces ressources, il faut protéger l'eau, il faut économiser de l'eau. C'est ça qu'on va voir dans la deuxième partie. On va commencer à la barakatillah, cette deuxième partie. Notion de bassin hydrographique. On appelle bassin hydrographique encore un bassin versant. Activité. Proposer une définition au bassin hydrographique en se basant sur le document au-dessous. Voilà le document. Regardez bien le document et essayez de donner une définition pour le bassin versant. Donc, d'après le document, le bassin versant est l'unité de référence de l'hydrologie. Il correspond à un territoire, à une surface qui draine l'ensemble de ces eaux vers un exutoire commun, un point commun. Ce exutoire peut être un cours d'eau, peut être un lac, mer, océan. Le bassin versant est limité par des frontières naturelles appelées les lignes de crête ou lignes de partage des eaux. Donc, je répète la définition. Donc, un bassin versant ou bassin hydrographique, c'est une portion de territoire délimitée par des lignes de crête
dont les eaux alimentent un exutoire commun, qui est un cours d'eau, un lac, la mer ou l'océan, etc. La ligne séparant deux bassins versants adjacents est une ligne de partage des eaux. Chaque bassin hydrographique a ses caractéristiques et a ses particularités. La première, c'est la superficie, c'est-à-dire la surface. Cette surface, ça diffère d'un bassin à l'autre. La population, c'est-à-dire le nombre d'habitants qui peuplent ce bassin. Les ressources hydriques, c'est-à-dire les différentes ressources hydriques, soit les ressources de surface ou bien les ressources souterraines, c'est-à-dire les nappes phréatiques. Le climat est surtout la pluviométrie, c'est-à-dire la quantité de précipitations, c'est-à-dire des pluies et des neiges. La surface occupée par les forêts. Les terres agricoles irriguées et non irriguées. La superficie des terres de pâturage. Le pâturage en arabe, al-mara'i. Le degré de la pollution des eaux. Voilà quelques bassins versants du Maroc qu'on voit sur la carte du Maroc. Vers la gauche, on représente la répartition des ressources en eau de surface. Par exemple, si on voit le versant du Sbou, il représente 33%, alors qu'au Marbi, c'est 20%. Dans la partie droite, on voit la répartition des ressources en eau souterraine. Par exemple, le Sud Atlas, 16%, Melouia, 19%, Bouraqraq, 3%. Donc, on va voir quel est le rôle de connaître ces bassins hydrographiques. La connaissance des bassins versants ou hydrographiques est fondamentale pour prévenir des inondations, connaître et améliorer la qualité des eaux, connaître les zones inondables et les zones humides, etc. L'eau est un bien précieux qui doit être préservé et géré de manière durable et raisonnée. La préservation à la fois qualitative et quantitative de cette ressource est l'affaire des différents acteurs d'un bassin versant, habitants, collectivités, agriculteurs, pêcheurs, États, etc. Maintenant, on va passer aux dangers menaçant nos ressources en eau. Activité. À partir de vos connaissances et des documents 3, 4 et 5, cherchez les facteurs menaçant la qualité d'eau. On a 3 documents. Le premier document, élimination des déchets ménagers, c'est-à-dire les déchets des maisons. Ces déchets provoquent la pollution de l'eau. Dans le deuxième document, la pulvérisation pesticides sur champ de culture, c'est-à-dire que les produits utilisés dans l'agriculture peuvent polluer aussi de l'eau, comme on a dit les pesticides, les engrais, etc. On a aussi dans le document 5 rejet des déchets directement dans les eaux d'un oued. Sont les eaux usées, sont rejetées sans être traitées dans un oued. Ils peuvent être rejetés même dans un océan ou bien dans une mer.
Donc la pollution aquatique, c'est-à-dire la pollution dans l'eau, a pour origine principale l'agriculture. On parle de pollution agricole. On a vu que les engrais, les pesticides que l'on trouve dans les eaux de ruissellement, les fleuves, les rivières, les océans, cette pollution est plus grave quand il touche les nappes souterraines qui alimentent les villes en eau potable. Les industries, pollution industrielle, on a des métaux, produits chimiques divers, des matières radioactives. La pollution du ressource hydrique a des origines diverses. Il peut être domestique, exemple les déchets ménagers, les eaux usées, les produits de nettoyage, savon, eau de javel, etc. La pollution industrielle, les eaux usées évacuées par les usines renferment des matières toxiques. Les fumées des usines contiennent des gaz nocifs qui passent après dans l'eau. On a la pollution agricole, les engrais, les pesticides, malgré qu'ils ont un rôle important pour augmenter le rendement de l'agriculture, ils peuvent causer la pollution de l'eau de ruissellement. Ils peuvent même s'infiltrer à travers le sol et les couches sédimentaires pour arriver aux nappes phréatiques. On a aussi la pollution maritime. Exemple, l'ineffrage des pétroliers laisse sortir des énormes quantités de pétrole brut qui flottent à la surface de l'eau et provoquent des catastrophes écologiques, ce qu'on appelle les marées noires. Donc, pour une bonne gestion des ressources hydriques, il faut qu'on traite l'eau. Pour le traiter, on a deux méthodes. Premièrement, les eaux usées, leur traitement s'appelle l'épuration. Et on doit aussi traiter de l'eau potable. Pour la préservation des ressources hydriques, il faut protéger de l'eau et économiser de l'eau. On va commencer directement le traitement des eaux. On va commencer par l'épuration de l'eau. L'épuration de l'eau, c'est le traitement des eaux usées qui se fait dans des usines à travers plusieurs étapes. On a une activité. Déterminer les étapes de traitement des eaux usées à partir du document 1 au-dessous. Donc, pour les principes étapes de traitement des eaux usées sont: la première, c'est le dégrillage. Ce dégrillage permet d'éliminer les objets de grande taille, c'est-à-dire les objets volumineux. Le dissablage, la deuxième étape, c'est le dissablage, permet d'éliminer le sable de l'eau. La troisième étape, c'est le dégraissage. On utilise un dégraisseur qui élimine les substances grasses, l'huile. Ce sont des substances lipidiques qui flottent sur l'eau. L'étape suivante, c'est la décantation. On utilise un décanteur primaire. Dans cette étape,
Les boues essentiellement de nature organique se déposent au fond des bassins. L'étape suivante, c'est l'épuration bactérienne, c'est-à-dire que les bactéries utilisent le dioxygène pour dégrader des substances organiques toxiques dissoutes qui se trouvent dans l'eau. Et la dernière étape, c'est la décantation secondaire. On utilise un décanteur secondaire permet le dépôt des résidus du bout. Après ces étapes, l'eau déversée dans la nature n'est pas polluante. Cette eau ils peuvent même être utilisés dans l'arrosage, par exemple, dans d'autres choses, la vaisselle, le ménage, etc., etc. Comme remarque, les baux récupérés à la fin du processus peuvent être valorisés par plusieurs procédés. Premièrement, la production d'engrais organiques. Deuxièmement, la production de méthane, c'est un gaz, c'est un carburant énergétique. Maintenant, on va passer à la production et traitement de l'eau potable. Activité, on a 3 questions. La première A, déterminer à partir du document 6 au-dessous les critères d'une eau potable. B, décrivez les étapes de production de l'eau potable à partir du document 3 au-dessous. C, proposer quelques astuces pour économiser l'eau à la maison. Donc, on va commencer par la première, déterminer à partir du document 6 au-dessous les critères d'une eau potable. Voilà le document. Si on regarde ce tableau, le titre du tableau, c'est les critères d'appréciation de la qualité générale de l'eau. Pour l'en-tête en rouge, c'est la qualité, on voit très bonne, passable, mauvaise. Dans l'en-tête colonne, on a les indices, la température, le pH, le haut-dessous, les matières en suspension, les nitrates, l'aluminium, le fer et les bactéries coliformes. Pour une eau de très bonne qualité, il faut que sa température soit inférieure à 20 degrés, son pH est de 6,5 à 8,5, l'au-dessus est de supérieur à 7, alors que les matières en suspension inférieures à 30 mg par litre. Les nitrates inférieurs à 44 mg par litre, alors que l'aluminium est inférieur à 0,1 mg par litre. Le fer inférieur ou égal à 0,5 mg par litre. Les bactéries coliformes nulles. On voit ces bactéries coliformes sont des bactéries qui vivent dans l'intestin des animaux. Exemple, il existe aussi chez l'homme. On voit ces bactéries, lorsque leur nombre augmente dans une eau, alors que sa qualité diminue. Par exemple, si on voit pour très bonne qualité, 0. Pour la bonne qualité, 5000. Pour la qualité passable, entre 5000 et 50 000. Pour mauvaise qualité supérieure à 50 000. Donc, d'après ce tableau, plusieurs séries de critères ont été fixés pour définir la potabilité de l'eau. On a des paramètres physiques, exemple la température, le pH, etc. On a des paramètres chimiques, substances indésirables ou toxiques présentes dans l'eau, exemple les nitrates, les chlorures, les sulfates, le plomb, le mercure, etc. Des paramètres microbiologiques, c'est-à-dire présence des germes
qui peuvent causer des maladies. Pour une eau de bonne qualité, il faut qu'il y ait absence de coliformes, exemple Escherichia coli. L'eau est un élément indispensable pour notre organisme et pour tout être vivant. C'est pour cela qu'il faut la préserver et surtout ne pas la gaspiller. On va passer à la deuxième question, c'est les étapes de traitement de l'eau potable, d'après l'illustration suivante. On voit d'après l'illustration suivante que les étapes de production de l'eau potable, la première étape, c'est le tamissage. Dans cette étape, on élimine des matières solides mélangées à l'eau par un tamis. Après, l'étape suivante, c'est la décantation. C'est l'élimination des matières solides mélangées à l'eau par coagulation, puis par flocculation. La troisième étape, c'est la filtration. C'est un procédé indispensable à la purification de l'eau. À ce stade, l'eau traverse un lit filtrant d'une épaisseur d'1 mètre, généralement composé de sable ou de gravier. Ainsi, environ 80% des bactéries et des matières en suspension sont retenues. Toutefois, les virus peuvent traverser cette barrière. Pour cette raison, l'eau doit être désinfectée. On a l'étape suivante, c'est l'ozonation. L'ozone, c'est un gaz formé de 3 atomes d'oxygène. L'ozone mélangé à l'eau permet de tuer les bactéries et virus et de désactiver certains toxiques. Exemple, les pesticides. Son action est également de supprimer la couleur et odeur de l'eau traitée et d'améliorer son goût. La dernière étape, c'est la chloration. Une dose de chlore, Cl, est ajoutée à l'eau avant sa sortie de l'usine. Cela empêche la prolifération des agents pathogènes. Il faut bien doser le chlore car il peut être dangereux en grande quantité. Exemple de mesures visant à réduire la consommation d'eau à la maison. Les ressources hydriques restent les mêmes, c'est-à-dire que la quantité d'eau sur notre globe terrestre est constante, ne change pas. Par contre, les populations ne cessent pas d'augmenter et leurs besoins en eau augmentent. L'eau deviendra rare dans l'avenir si nous ne contribuons pas tous à sa préservation. Dans ce but, voici quelques gestes qu'il faut adopter et du comportement auquel il faut s'habituer. Ne pas polluer de l'eau. Utiliser le seau d'eau pour nettoyer la voiture. C'est-à-dire, il ne faut pas gaspiller de l'eau. Prendre une douche au lieu d'un bain. Détecter les fuites et les réparer. Il ne faut pas laisser l'eau coller. Ne pas laisser l'eau couler inutilement. Arroser le jardin du bon matin ou le soir. Car si on arrose le jardin
l'après-midi. L'action de la chaleur provoque l'évaporation de l'eau alors que la plante ne peut pas utiliser cette eau. Minimiser le volume de la chasse dans les toilettes. Récupérer l'eau des pluies. On peut récupérer l'eau de pluie pour l'utiliser dans le rosage, dans d'autres services, la vaisselle, pour beaucoup de choses. Je ne laisse pas couler l'eau pendant le rasage, le lavage des mains ou le brossage des dents. J'équipe les robinets de réducteurs de débit. Je change les robinets défaillants. Merci de votre attention. À bientôt dans une vidéo prochaine, Inch'Allah.